Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alsace, ravi de vous retrouver comme chaque matin. Nous sommes le lundi 12 juin et au sommaire ce matin sur la route des vacances solidaires. On n'est pas obligé forcément d'aller très loin pour être dépaysé, pour passer du bon temps tout en étant utile. La plateforme Zig et Zag mise en place par la Chambre de consommation d'Alsace recèle de bonnes adresses. Ail, oignons, échalotes, c'est de saison. On peut en mettre dans tous les plats, dans toutes les salades, sans compter, pourvu qu'on aime cela. Notre invité ce matin est producteur du côté de Schnersheim. Et puis préparer son bac grâce à Internet, pourquoi pas. Notre invité, professeur d'histoire-géographie, propose des modules historiques, pédagogiques et humoristiques sur sa chaîne YouTube. Et puis direction également ce matin Furchhausen où nous attend Marie-Christine Lang qui va être les pieds dans la terre dans quelques minutes. Bonjour Marie-Christine. Avec la météo ensoleillée des derniers jours, les premiers légumes d'été arrivent à maturité en Alsace. Et la nouveauté à Furchhausen, à la ferme Bridel, c'est qu'on peut venir au distributeur automatique 24 heures sur 24 pour les récupérer. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est aller directement sous serre ou dans les champs. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On va retrouver monsieur et madame Mortz. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Marie-Christine. Installez-vous confortablement. On se rejoint juste après le générique avec mes trois invités. Les vacances, c'est pour bientôt. Vous avez peut-être déjà réservé les vôtres. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait. Alors, on va peut-être vous donner quelques idées ce matin avec notre invitée, Virginie Goblet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Chambre de consommation d'Alsace et vous êtes là ce matin pour nous parler de tourisme solidaire, tourisme responsable. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme-là ? Alors, ce qu'on entend par tourisme solidaire, c'est en contradiction avec le tourisme de masse. C'est permettre l'accès à tous aux loisirs, c'est favoriser la mixité sociale, mais c'est aussi favoriser le développement local sur les territoires et permettre que le développement économique généré par le tourisme puisse être reversé sur les territoires. En gros, vous ne nous incitez pas à aller voir à l'autre bout de la planète pendant nos vacances. Non, là, l'objectif, c'est de trouver des endroits un petit peu insolites près de chez soi, de favoriser la rencontre, les échanges, des animations aussi d'ordre culturel, éducatif et pédagogique près de chez soi. Voilà, et vous avez rassemblé un certain nombre d'adresses, d'idées aussi, sur une plateforme mise en place il y a maintenant combien de temps d'ailleurs ? Ça va faire 3 ans que zigezag.info est en ligne. Et donc là, on a mis en ligne un focus, qu'on appelle un focus sur le tourisme solidaire, qui va être alimenté là, au fil des jours et des semaines, mais qui est déjà en ligne, pour donner un petit peu des idées sur des endroits où on peut aller en Alsace, mais aussi plus généralement dans le Grand Est. Voilà, Zig et Zag, on en parlera dans un instant, c'est une émanation de la Chambre de consommation d'Alsace. Et justement, nous parlerons également consommation et production locale avec notre deuxième invité, Jean-François Fierling. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur à Schnersheim. Vous êtes arrivé les bras chargés d'Aliacées. C'est quoi les Aliacées ? Alors bon, les Aliacées, c'est une famille très vaste, mais pour ce qui me concerne directement, c'est surtout l'ail, l'échalote qu'on produit nous-mêmes et également l'oignon. Surtout pour maintenant la saison fraîche, nouvelle qui s'annonce avec les salades, l'été, le soleil. Donc c'est quelque chose qui se marie très bien maintenant dans toutes les compositions de cuisine qu'on peut faire. On est en pleine récolte ou la récolte est déjà en partie faite ? Non, la récolte vient de démarrer, surtout pour le frais. Donc c'est des produits qui ce matin étaient encore en terre et qui maintenant sont là. Et maintenant qui embaument sur ce plateau. Et oui, ça sent bon. Ça sent très bon. Petite odeur de soupe à l'oignon comme ça le matin, vers 10h du matin. C'est pas désagréable. En tout cas, nous parlons effectivement de cette production et puis de la manière dont vous la cultivez du côté de Schnersheim. Et puis nous aurons une petite pensée pour tous ces bacheliers ou ces collégiens qui préparent le brevet. Nous avons sur ce plateau un professeur d'histoire-géographie. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes Baptiste Cornabas, pardon, je ne vous ai même pas cité. Vous êtes connu également sur YouTube, non seulement par vos élèves, mais aussi par tous les internautes, parce que depuis maintenant combien de temps vous fabriquez ces petites vidéos historiques ? Eh bien, depuis à peu près 3 ans. Donc, je me suis lancé en été 2014. J'ai créé la chaîne YouTube Parlons Histoire, et donc qui regroupe aujourd'hui plus de 40 000 abonnés.
Et c'était dans le but d'aller au-delà des programmes, parce que les programmes scolaires sont très rigides, c'est difficile de travailler en profondeur. Et j'avais cette volonté justement d'aller plus loin, d'expliquer vraiment le contexte, le pourquoi d'une bataille, d'un élément souvent méconnu de l'histoire. Et c'est dans cette optique que j'ai créé ma chaîne YouTube. Ouais. Et puis vous le faites avec beaucoup d'humour aussi, des petits bruits insolites, des interventions aussi de, je ne sais pas si c'est vos amis ou des comédiens, je n'en sais rien, mais vous faites participer du monde. Oui, je fais participer du monde et justement pour éviter un peu le cours magistral qu'on a tous eu à l'école, pour lequel on s'endort au bout d'une vingtaine de minutes. En tant que prof, vous vous endormez aussi ? Non, j'essaye de ne pas m'endormir durant mes propres cours. C'est bien. Mais j'essaye d'éviter autant que faire se peut les cours magistraux, oui, où justement on se rend compte au bout de 5 minutes, mince, qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques instants. Et c'est justement pour ça qu'il y a des petits bruits, qu'il y a des invités. Justement, j'essaie de changer les plans pour maintenir le spectateur attentif à mon discours. Voilà, et on apprend effectivement plein de choses parce que ce sont peut-être des petits points de détail que vous mettez en lumière, mais c'est toujours intéressant, extrêmement nourrissant aussi pour notre culture personnelle. C'est la petite histoire qui fait la grande de toute façon. Donc, Tout à fait, on verra quelques extraits tout à l'heure. Nous aimons aussi jouer avec vous qui nous regardez tous les matins avec cette photo, la photo de l'objet mystère du jour. Regardez cette photo, est-ce que cela vous inspire ? Avez-vous une petite idée, l'un d'entre vous, sur ce plateau, de l'utilité de cet objet ? Alors personnellement, ça me fait penser à un youtubeur, voilà, des formations professionnelles obligent. Ah oui, vous les voyez partout. Vous, voilà, je les vois partout, parce qu'il y a Dr Nozman qui avait parlé d'une toupie qui tourne quasiment pendant plusieurs minutes. Donc moi, ça me fait penser à une toupie. Et vous, Jean-François, une petite idée ? Alors là, non, peut-être un objet pour jouer, je ne sais pas, j'ai de l'imagination, mais là je cale franchement. Un plantoir pour échalote peut-être ? Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche, non. De toute façon, vous aurez la réponse d'ici une petite demi-heure, ne vous inquiétez pas parce que nous l'avons, mais vous pouvez continuer à essayer de chercher de votre côté. Nous passons maintenant à notre journal de l'emploi. Tous les jours, plusieurs offres d'emploi sont à pourvoir dans la région. Une entreprise de Strasbourg recrute un chauffeur poids lourd. Vous serez chargé d'organiser le contrôle, le chargement ainsi que la livraison. Une expérience de 1 an est exigée pour ce poste en CDI. Une entreprise de Tuttenheim recrute pour une mission d'1 an un électrotechnicien titulaire du bac. Une expérience de 1 an est souhaitée. Une entreprise de Vieux-Tannes recherche un responsable de bureau d'études menuiserie aluminium de formation Bac+2. Vous serez notamment chargé de la conception et du dessin assisté par ordinateur. Et enfin, une entreprise de Benneville recrute un peintre enduiseur titulaire du CAP. Une expérience d'1 an est exigée pour ce poste en CDI à 35 heures. Toutes ces offres, vous les retrouvez très naturellement sur notre site internet, 9h50 le matin en Alsace. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous tombez sur notre page et vous retrouvez les offres d'emploi et l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer votre candidature. Nous allons partir maintenant du côté de Furshausen. C'est là que se trouve Marie-Christine Lang ce matin. Elle est chez Étienne et Marianne Morse, qui sont horticulteurs et maraîchers depuis près de 30 ans dans ce petit village à quelques kilomètres de Staverne. Et Marie-Christine va glaner pour nous quelques conseils pour entretenir les légumes de saison. En ce moment, dans les serres à légumes, l'une des activités du moment, c'est l'entretien des tomates. Marianne, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc il faut tourner la ficelle autour du plant. Jusqu'en haut. Ensuite, il faut enlever les gourmands. Alors les gourmands, qu'est-ce que c'est précisément ? Donc c'est des jeunes pousses à l'intersection des feuilles du tronc principal qu'il faut enlever. Et là, les tomates, elles sont en pleine croissance, mais elles sont encore assez petites. Les premières vont être mûres fin juin ? D'ici fin juin. D'ici fin juin. Et là, ça sera une bonne année ? Je pense. Ouais, parce qu'il y a eu quand même du soleil, de la chaleur, donc c'est... Voilà, alors on voit que c'est quand même manuel. Hein. Pour les jardiniers, ça se fait aussi, c'est comme à la maison, quoi. Hein. Oui. Comme dans le jardin. On vous laisse poursuivre et on va aller voir Étienne, parce qu'alors en ce moment, Étienne, les concombres, là c'est bon, on peut récolter les premiers. Ben moi, je viens donner un petit coup de main à ma femme, ouais. Et en même temps, je m'occupe des concombres. Là c'est donc pareil. Là aussi, il ne faut pas lisser les concombres. On prend les pieds, on les tourne autour de la ficelle pour pas qu'ils soient couchés par terre. Et en même temps, on ramassera les premiers concombres qui sont bons à récolter. On va sûrement en trouver d'ici un plant ou deux. Et en même temps, on enlève un petit peu les gourmands aussi, pour pas que la végétation soit trop importante. Sinon, on n'a que des feuilles et pas de concombres, et c'est pas forcément ce qui est recherché. L'entretien, c'est surtout ça en fait. Hein, c'est surtout ça. Regarder les cultures, s'en occuper, regarder s'il n'y a pas d'insectes qui nous sont en train de nous les bouffer. Mais là,
on est tranquille pour le moment. Et vous devez traiter là? Donc, nous, on ne fait pas de traitement insecticide sur nos légumes. On fait de la lutte intégrée. Ça veut dire qu'on lâche des petites bêtes prédatrices pour manger les insectes inutiles. Et là, je crois qu'on en a. Ils sont un peu petits encore, oui, mais bon ça, c'est un tout petit. C'est un concombre apéritif. Ah ouais, super. Donc, celui-là, il est bon à récolter. Regardez comme il est beau. Et finalement, vous récoltez donc des petits, des plus gros, toutes les tailles, hein, parce que vous, il n'y a pas de calibrage. Hein. Nous, il n'y a pas de calibrage, mais là, c'est vraiment la variété qui est comme ça. On dirait des gros cornichons. Mais c'est un concombre. Et cette année, on devrait avoir pas mal de concombres. Hein. Ben, il fait chaud. Là, ils sont même un petit peu fanés aujourd'hui. Mais c'est pas grave, mais ça sera une bonne année pour les concombres. Et la récolte des concombres, c'est jusqu'à septembre ensuite? Plus, nous, on récolte dernier concombre au mois d'octobre, novembre, suivant les températures nocturnes. Bon, et ben écoutez, je vous laisse poursuivre, récolter encore quelques autres concombres. Et puis, on va aller voir les récoltes juste à côté. À tout de suite. A tout de suite, Marie-Christine. Alors sur ce plateau, nous avons aussi un autre producteur qui est à Schnersheim, donc on est à quelques kilomètres de Furschhausen, c'est pas très loin. Vous regardez les champs des voisins pour voir où ils en sont par rapport à vous? Non, pas vraiment. J'ai une curiosité toujours un peu positive, c'est vrai, puisqu'on peut s'instruire et prendre les bonnes idées. Hein. Mais je veux dire, ce qui m'intéresse souvent, c'est ce qui se passe chez moi et trouver l'innovation sur notre exploitation. Voilà, et puis il y a de quoi faire de toute façon. Vous avez combien d'hectares? J'ai 70 hectares de culture, hein, mais il y a du blé, il y a un peu de maïs, il y a de la betterave sucrière, mais il y a surtout ma culture de passion, oui, l'échalote, hein, l'ail, et puis surtout le grand potager pour le magasin La Ferme. Voilà, on en parlera évidemment tout à l'heure. Auparavant, place aux vacances solidaires. C'est le thème ce matin de notre première séquence avec Virginie Goblet, chargée de mission à la Chambre de consommation d'Alsace. Virginie, il existe depuis 3 ans maintenant une plateforme que vous avez créée avec plusieurs autres personnes de la Chambre de consommation d'Alsace. Cette plateforme s'appelle zigezag.info et elle rassemble toutes les initiatives solidaires que l'on peut découvrir dans la région. C'est bien cela? Et ça s'applique aussi aux vacances. Tout à fait. Alors, ça ne recense pas toutes les initiatives solidaires, mais disons que c'est un collectif d'acteurs qui proposent des biens et des services responsables en Alsace, qui sont volontaires pour être référencés sur cette plateforme. Et parmi les réseaux qui nous soutiennent sur le développement de cette plateforme, il y a une coopérative de tourisme, Terre d'Est, anciennement Aja Tourisme, qui est une coopérative regroupant 27 acteurs du tourisme solidaire dans le Grand Est et qui vise justement à promouvoir le tourisme solidaire, qui regroupe différents acteurs, des centres d'hébergement, des lieux de visite, qui édite des guides, enfin voilà. Et donc du coup, ils ont un site, aja-tourisme.fr, si je ne me trompe pas. Et donc j'invite effectivement les téléspectateurs à aller voir sur ce site pour découvrir un petit peu toutes les possibilités de vacances qu'il peut y avoir dans le Grand Est. Alors, c'est vrai qu'il faut arriver à faire rêver les gens qui sont sur le point de prendre des vacances. Ils ont envie de partir en général, je ne sais pas pourquoi, mais ça va avec la notion de départ. Et qu'est-ce qui pourrait inciter les gens qui nous regardent à rester dans la région ? Parce que déjà, la région, elle est très belle. Ah oui. Donc, et souvent, on n'a pas l'occasion de voir, de visiter nos propres villes ou nos propres campagnes. Donc, ça peut être l'occasion de prendre le temps un petit peu d'aller voir ce qui se passe dans notre propre région. Vous avez des centres de vacances, je pense à Erévi par exemple, à Marmoutier, qui est un centre de vacances mis en place par le réseau Caritas Alsace, donc réseau du Secours catholique, qui est un centre d'hébergement et de vacances, qui propose aussi des animations, de la restauration et la possibilité aussi de réception pour organiser des fêtes de famille par exemple. Et c'est dans un cadre verdoyant vraiment très, très agréable. Donc ça peut être l'occasion là aussi, sans aller vraiment très loin, de pouvoir voir un petit peu... De voir des acteurs, en tout cas, qui agissent sur le territoire. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'ils pratiquent des tarifs solidaires pour permettre à des personnes en précarité de pouvoir quand même accéder à des moments de vacances et de repos. Voilà, tarifs solidaires, ça veut dire tarifs moins chers ? Oui, exact. Voilà, des tarifs préférentiels. Donc, il faut aller voir sur leur site un petit peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ils offrent la possibilité à des personnes en précarité ou à des membres des associations. Ça veut dire qu'il faut prouver sa situation personnelle pour pouvoir accéder à ce type d'endroit ou pas forcément ?
Je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Alors après, je ne pourrais pas répondre exactement sur les modalités. Je sais qu'ils le pratiquent et que ça fait partie de leur offre. Maintenant, effectivement, il faudrait aller voir sur le site exactement comment ça se passe. Et puis alors, il y a également d'autres endroits que l'on peut découvrir, tout à chacun dans notre région. Évidemment, les lieux touristiques, il y en a énormément. Vous avez choisi aussi de mettre l'accent sur les jardins de Gaïa. Oui. Pour quelle raison? Alors ça, c'est une entreprise locale. Oui. Qui fait du thé équitable du côté de Vitissagne. Pourquoi vous avez voulu parler des jardins de Gaïa? Parce que c'est vraiment un endroit très intéressant. Déjà, ils sont pionniers dans le thé, la distribution de thé bio et issu du commerce équitable. Et ils ont à Vitissagne une maison de thé, donc avec leur boutique, et 5 jardins zen. Et donc, c'est vraiment un endroit, c'est une bulle à Vitissagne où on arrive en fait dans ces jardins zen. On a l'impression d'être un peu dans un autre monde. C'est très très agréable comme endroit. Il y a plusieurs animations qui sont faites aussi sur la cérémonie du thé. Donc vraiment pour tous les amateurs de thé, de tisane, de zen, de méditation, c'est vraiment un endroit vraiment très intéressant. Et les thés sont de très bonne qualité, qu'on soit connaisseur ou non. C'est un très bel endroit et de très bons produits. Et l'endroit est quand même assez insolite parce qu'effectivement, on est dans une bulle de verdure, mais il faut traverser une zone artisanale pour y accéder. C'est ça. Ça fait pas rêver au début. Non, quand on arrive au départ, c'est un petit peu déroutant parce qu'on a un parking, ça fait un petit peu friche, zone un peu industrielle. Donc, au premier abord, c'est très particulier. Et dès qu'on rentre, on est tout de suite dans cette bulle et on oublie vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est vraiment très, très curieux et très intéressant. Donc j'invite vraiment les personnes à se rendre sur place pour vivre cette expérience. Alors, tourisme solidaire, on en entend parler aussi dans d'autres pays, un pays où on peut aller prendre des vacances et en même temps aider sur place un pays, que ce soit en Afrique, en Asie, ça existe aussi. Vous en faites aussi la promotion de ce type de tourisme? Non, là non, parce que du coup, on est vraiment sur des problématiques de territoire et de local. Donc, on n'a pas cette problématique de tourisme dans les autres pays du monde, même si on a une dimension de sensibilisation sur le commerce équitable, mais pas en tout cas, on n'a pas d'acteur pour l'instant sur le tourisme international solidaire, on va dire, même si ça existe. Mais c'est vrai qu'on est sur une problématique de local. Exactement. Chambre de consommation d'Alsace. Le mot Alsace a toute son importance. Tout à fait. Bien évidemment. Vous avez l'impression que les gens sont intéressés par ce type de destination, de découverte aussi? Cette forme de tourisme intéresse? Alors, on sait que les touristes sont plutôt minoritaires sur cette offre. Par contre, il y a une demande qui est en hausse, c'est constaté, parce que les personnes sont vraiment en recherche de sens et d'authenticité, de rencontres aussi. Donc, il y a vraiment une demande qui émerge d'avoir vraiment des vacances qui ont plus de sens et d'aller à la rencontre des personnes sur les territoires, de partager des moments, des repas, des activités. Donc il y a vraiment, ça va de pair un peu avec l'essor de la consommation responsable, le bio, le commerce équitable, le zéro déchet. Enfin, il y a tout un tas de thématiques liées à l'éco-consommation aujourd'hui qui est une tendance de fond auquel les gens s'intéressent et le tourisme fait partie de ces modes de consommation finalement qui s'orientent vers des valeurs un peu plus responsables. Merci beaucoup Virginie. Je vous rappelle donc, si vous voulez en savoir davantage, vous avez cette fameuse plateforme zigezag.info. Vous avez également le site de la Chambre de consommation d'Alsace, cca.asso.fr. Normalement, vous trouvez tout ce dont on a parlé ce matin avec Virginie. Et puis, je vous le dis au passage, la région Grand Est propose également 27 balades écotouristiques qui sont à faire du nord au sud de l'Alsace. Pour avoir les fiches techniques de ces 27 balades, vous pouvez vous rendre sur le site tourisme-alsace.com et vous tapez écotourisme et là vous avez toutes ces 27 promenades qui vous permettent de découvrir aussi toute notre région en long, en large et en travers. Nous allons passer à notre séquence dans le rétro. Alors ça va intéresser notre professeur d'histoire-géographie qui est avec nous sur ce plateau, puisque tous les jours, nous allons farfouiller dans les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et on trouve des pépites chaque jour. Le bac philo, vous le savez, c'est jeudi. Petite pensée donc à ceux qui révisent. Et alors, il y a une tradition, c'est que chaque année, à la sortie des premières épreuves, les journalistes font le pied de grue à la sortie des salles d'examen pour savoir comment ça s'est passé. Et c'était déjà le cas le 13 juin 1973. Regardez. Comment ça a marché? Oh, très bien, merci. Quel sujet avez-vous choisi? Le deuxième. Comment ça a marché? Mal. Quel sujet avez-vous choisi? Le deuxième. Le premier. C'était quoi? J'en sais plus rien. Comment ça a marché? Oh, bah, c'est bien. Quel sujet vous avez pris? Le troisième en sciences ex.
Vous aviez beaucoup révisé? Oui, assez. C'était quoi le sujet? Machine et organisme. Vous aviez vu les sujets de l'année dernière? Ouais. Ça vous paraît comment cette année? Bon, c'est à peu près la même chose, équivalent, je crois. Comment ça a marché? Pas trop mal. Qu'est-ce que vous avez choisi? Le deuxième sujet, Pascal. Vous avez trouvé ça comment? Difficile? Non, c'était pas très difficile. Vous avez travaillé comment? Comme d'habitude, comme une composition, d'une façon décontractée, il fallait pas se fatiguer, quoi. Quel sujet avez-vous choisi? Le premier, psychologie. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix? C'est ce que j'avais préparé. Vous aviez beaucoup révisé? Non, pas trop. Pour vous, ce bac, c'est capital? Oui. Et si vous échouez par hasard? Je recommence en septembre. C'était sur Montesquieu, sur l'éducation. Ça vous a paru difficile? Bah non, pas tellement, mais je savais pas s'il fallait le traiter personnellement ou s'il fallait le traiter d'après Montesquieu. Enfin, comme je connaissais pas Montesquieu, je vais le traiter personnellement. Et si vous réussissez, ça représente quoi pour vous, ce diplôme? Un diplôme, c'est toujours bon à prendre, quoi. Si je l'ai pas, tant pis, mais enfin, j'aimerais autant l'avoir. Vous étiez ému ce matin? Oui, assez. Les examens, pour ça, c'est assez gênant pour moi. C'est quoi pour vous, ce bac? Il s'agit de réussir. Vous avez bon espoir jusqu'à maintenant? On verra. Il y a encore 3 épreuves à passer, on verra. Ça a marché? Je sais pas. Quel sujet vous avez pris? Deuxième. Voilà, des images qui ont quand même plus de 40 ans. Alors, je ne sais pas si Baptiste Cornabas, dans les élèves que vous côtoyez au quotidien, vous retrouvez finalement les descendants de ceux qu'on vient de voir? C'est exactement la même chose, hein. La seule chose qui change, c'est l'habit. Ils sont mieux habillés, ils étaient mieux habillés dans les années 70. Je ne verrai jamais une cravate sur un élève, je pense. C'est vrai qu'ils étaient un peu endimanchés par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est le plus grand examen d'État en même temps. C'est le baccalauréat. À mon avis, il a perdu un peu de sa sacro-sainteté, cet examen d'État. Mais en tout cas, maintenant, le premier examen d'État, c'est le brevet. Ça fait un peu peur, mais bon, maintenant, une fois qu'on est adulte, on sait que finalement, les enjeux ne sont pas si énormes par rapport à ce qui nous attend dans le futur. Oui, mais ça, il ne faut pas le dire trop tôt. Non, c'est pour ça. On maintient la peur. Hein. Oui. Effectivement, il faut découvrir à chaque jour suffit sa peine, voilà. Hein, comme on dit. Voilà, à suivre dans votre matinale, nous allons parler d'ail, d'oignons et d'échalotes dans quelques instants avec Jean-François Firling, qui est producteur à Schnersheim et qui est arrivé avec une petite partie de sa production, mais ça embaume sur ce plateau. Et puis, nous parlerons également du bac et dans quelques instants avec Baptiste Cornabas. Mais avant tout cela, eh bien, ce bac, effectivement, c'est dans une semaine, dans un peu moins d'une semaine maintenant. Et à Mulhouse, la pression monte. Au lycée Montaigne de Mulhouse, notamment, l'équipe enseignante expérimente cette année pour la première fois des quiz sur tablette. Loïc Schaeffer et Bernard Schemer sont allés arpenter les couloirs de cet établissement. Du bruit, du passage, un lycée qui ressemble à un hall de gare. Contrairement aux apparences, pour certains, c'est un endroit idéal pour réviser et évacuer le stress à l'approche du bac. En fait, ça fait vraiment du bien de sortir de la chambre parce que sinon, on est tout le temps isolé à notre bureau tout seul. Et c'est vrai que voir des gens, en fait, pendant cette période, ça fait du bien. C'est un peu réconfortant. Mettre les élèves dans les meilleures dispositions pour les révisions du bac, c'est ce que propose le lycée Montaigne de Mulhouse. Aujourd'hui, la technologie se met au service des lycéens. Au programme ce matin, pour ces 12 élèves en terminale scientifique, un quiz sur tablette, une première. Au début, fallait prendre nos marques, fallait prendre les repères, mais après, une fois qu'on sait y faire, ça va, c'est sympa. C'est un peu plus ludique comme apprentissage et ça permet peut-être de mieux retenir, on verra bien dans quelques jours. Qu'est-ce que t'as mis ? Et justement, à quelques jours du début des hostilités, il faut mettre les bouchées doubles. Les questions s'enchaînent, les réponses et les corrections s'affichent directement sur l'écran. En plus du côté pédagogique, la tablette a un avantage ergonomique. L'intérêt majeur de la révision sur tablette, c'est qu'il y a une tablette par élève. Dans cette salle, par exemple, on a des postes informatiques, on pourrait faire la même chose sur ordinateur, mais on en a seulement 7. Là, j'ai 13 élèves. Avec 13 élèves, ils peuvent avoir une tablette chacun. Le lycée Montaigne possède pour l'heure 37 tablettes et va généraliser leur utilisation à la rentrée prochaine. En attendant, pour certains, même s'ils appartiennent à la génération Internet, rien ne vaut un bon vieux cahier. Les épreuves écrites, ça commence le 15 juin prochain avec la philo. Alors évidemment que ça nous rappelle à nous tous, j'imagine, des souvenirs. Jean-François Fielding, vous, les enfants sont grands ?
Vous n'avez plus ce souci-là? Non, on n'a pas de souci, mais dès qu'on a des enfants, de toute façon, que ce soit petits ou grands, on partage toujours tout avec eux. Ça, c'est vrai. Baptiste, cette expérience au lycée Montaigne, c'est quelque chose qui peut être intéressant, justement, d'aider les jeunes à réviser sur tablette avec ces quiz? Oui, je trouve tout à fait qu'il faut, pour apprendre, c'est mieux de diversifier les plateformes, en effet. Ouais. Il ne faut pas se contenter juste de son cours, parce que souvent, ça reste le cours du prof, même si on fait des fiches. L'important, à mon avis, c'est vraiment se réapproprier le cours et se faire des fiches de révision tout en diversifiant la plateforme, YouTube. Il y a même des sites internet très bons qui proposent l'ensemble des cours résumés. Donc oui, ça me parle. Il faut diversifier les plateformes. Voilà, et c'est ce que vous faites également à votre manière, avec les vidéos que vous postez sur votre chaîne YouTube. On aura l'occasion de les découvrir. Vous les voyez déjà à l'antenne en ce moment, avec quelques thématiques sur lesquelles vous avez travaillé. Le pari de la Lune, la Syrie, ce bordel. Je ne sais pas si tous les profs d'histoire géo parlent comme ça en cours. Alors attention, j'ai bien 2 vies différentes, ma vie en tant qu'enseignant et ma vie de youtubeur. Donc je ne suis pas enseignant lorsque je suis youtubeur. Donc c'est pour ça que je me permets un vocabulaire différent. Légèrement différent, mais vous aurez l'occasion de découvrir l'une ou l'autre de ces vidéos dans quelques minutes. Auparavant, place à Rundum. Notre série en alsacien va nous parler ce matin de Fleck & Co. C'est une jeune entreprise initiée par 2 hommes et une femme qui ont reçu le titre de traiteur de l'année par le guide Pudlowski pour l'année 2017. Leurs recettes, du frais, de la qualité dans des bocaux vintage, Pierre Breiner et Vincent Roy ont testé pour nous. Fertig haben sie einen Preis vom Guide Pudlowski 2017 bekommen für den besten Traiteur vom Jahr. Es hat uns, wie irgendwie klar ist, im gewissen Sinn ist es auch eins, sie, das sind die jungen Leute, wie hinter dran sind, von der Gesellschaft Fleck & Co. im Niederfel, ein Viertel von Straßburg. Das Konzept gehört das Essen machen, wie man hier mitnehmen kann. Ein Bericht mit den Bildern von Vincent Roy. Wir sind noch früh am Morgen, aber da läuft schon alles auf Hochtüren. Bei Fleck & Co. will man so gut wie möglich alles so frisch wie möglich anbieten. Die Arbeitsstunden zählt man hier nicht. Sie haben alle 3, 15 bis 20 Jahre als Wirt hinter sich. Vom Beruf verstehen sie also etwas. Eine ganze Organisation. Wir haben 15 Sorten Wegglas hier. Von alle Sorten, kleine, große. Wann fangen wir an, das große Ganze? Um 6. 6, 7. Wir machen 200, 300 Wegglas aufgefüllt. Alle Tage. Ja. Wir liefern. Es ist viel Arbeit hier. Es hat wie eine Schnapsidee angefangen in Amerika, wo die Schulfreunde in Ferien gewandt sind. Langsam haben sie das Konzept ausgeschafft, gutes Essen in Gläser anzubieten. Wir haben gewählt, dass die Leute daheim oder auf der Arbeit besser essen können. On a une phrase, und das ist «démocratiser la gastronomie traditionnelle». Die Leute machen manchmal 10 € in ein Sandwich und ein Coca. C'est chacun, das ist das nicht, das ist gar. Aber für 10 € kann man bei uns ein Plat du jour essen. Jetzt ist Fisch mit Sparischle, Tomaten, ein Risotto, Creme, Kraut, Galleröwe, voilà. Die Küche läuft rund um die Tür und den ganzen Tag. Sie haben die Auszeichnung vom Guide Pudlowski bekommen, für ihren Willen regelmäßig neue Rezepte anzubieten, wie sie selber entwerfen und ausschaffen. Je suis en train de préparer des suprêmes régionales de poulet, pâte noire. On essaie vraiment de privilégier les produits de la région. Donc on va juste les saisir. Après, je vais les cuire en sous-vide, en basse température, pour que la viande reste extrêmement moelleuse. Pour qu'après, quand on les réchauffe dans le bocaux, il y ait une bonne inertie et que la volaille soit encore ultra moelleuse. Ein Ingwerglas ist momentan als Vintage wieder ins Fahrwasser gekommen, aber es ist doch noch nicht ein Zweck an sich selber. Was zählt, bleibt für den Kunden vor allem, was drin ist.
J'ai trouvé en fait que en bocal où on a peut-être un a priori négatif, parce que bon, ça fait boîte de conserve un petit peu, qu'il y avait des plats très très fins dedans, très originaux, avec des ingrédients qui ont l'air bien frais et avec une touche originalité dans la préparation. Le bocal n'est pas une assiette, donc on a dû s'adapter et donc on a dû trouver des techniques, bricoler un petit peu pour voir ce qui était le mieux et à la fin au final que ça soit tout aussi bon que dans une assiette. Fleckenko liefert davon Betrieber an Leute wie kein Ziton oder Namen kennen, für am Mittag zu essen. Für das wird eine ausgeglichene Nahrung immer angeboten. Du haben wir Entrée, Plat, Dessert, erklären am Macaron, du mariert Brotning. Und das ist für Leute wie auf dem Büro, Réunion, und Couvert, alles ist drin. Fleckenko wird jetzt noch die Lieferungen entwickeln. Ganz neu haben sie eine rollende Küche gekauft, ein Foodtruck auf gut Französisch. Da geht's Richtung 3 Jahre weiter für das Cinema in Elsass. Der Film geht also weiter. Voilà, nous parlons maintenant production locale. On était dans les bocaux, là on va sortir en pleine terre avec notre invité Jean-François Fialing qui est producteur à Schnersheim. On rappelle quand même où se trouve Schnersheim parce que les Orinois ne connaissent pas forcément cette capitale. Bah écoutez, si on veut parler de Schnersheim, il faut d'abord parler de Truchsheim, tout le monde connaît. On est juste à côté, un petit village très agréable, très sympathique. Vraiment en pleine terre, à la base du Korlsberg. Oui. Voilà, vous cultivez avec passion, ail, oignon, échalote. Oui. C'est une culture spécifique, qui est spécifiquement alsacienne, mais enfin qu'on trouve un peu partout quand même. Oui, qu'on trouve un peu partout, mais c'est vrai que quand on a lancé cette production en 83 pour l'échalote, 87 pour l'ail, ça faisait un peu... c'était une première, parce que ça se faisait un peu dans les jardins, les potagers. Là, c'était surtout à un moment donné tourné dans le thème de la diversification vers surtout nos consommateurs et via la grande distribution qui vraiment était en phase d'expansion absolue. Donc c'était chez eux que vous écouliez votre production ? Qu'on écoule toujours. Hein. Et on a identifié notre production avec une marque, un cahier de charges rigoureux, des principes de production. Et tout ça, on espère que ce soit bien relayé chez le consommateur. Comment se positionne justement l'Alsace par rapport aux autres régions de France en termes de production d'ail, d'oignons et d'échalotes ? Vous avez une petite idée ? Écoutez, on est dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, pas seulement pour l'ail, l'oignon et l'échalote. On est une petite région de production, hein, déjà une petite région agricole en tant que telle par la surface, mais avec un bassin de consommation phénoménal qu'il faut s'accaparer aujourd'hui. Les autres régions de production, l'ail, on a surtout le sud-ouest, la Drôme aussi, qui sont des grands producteurs. La Bretagne, le Val-de-Loire pour l'échalote. Donc c'est des bassins de production immenses. Hein. Nous, à côté, il faut se faire notre petite place, mais notre production a de gros atouts, celle de la proximité, celle aussi d'une façon culturelle qui se démarque, qui est un peu différente. Alors justement, on va passer en revue les différents produits que vous nous avez ramenés sur ce plateau, qui étaient en terre ce matin, ou presque. Oui, presque. On commence par l'ail, peut-être, que vous avez dans votre main droite. Oui. Ça, c'est de l'ail frais. Oui, alors c'est un peu, c'est ce que j'aime beaucoup pour cette période, l'ail frais, parce que quand on le sent déjà, c'est quelque chose qui, même si c'est de l'ail, ça vous donne envie. Et on met ça à des salades, et en plus les valeurs de santé qu'a cette plante, c'est phénoménal. Hein. Même après, il n'y a pas trop longtemps, j'ai appris que c'était un antitique, hein, que si on mangeait ça et qu'on se frottait un peu avec ça, on n'avait pas de chance d'avoir des piqûres de tiques. Ah, et pas de chance d'avoir des amoureux non plus. Hein. Oui, bon, ça c'est un choix, Voilà. Hein. Et non, c'est des plantes, en fait, l'ail, l'échalote comme l'oignon, qui dans la cuisine traditionnelle et dans les revues spécialisées sont des indispensables pour la cuisine. Donc anti-cholestérol, c'est des purificateurs sanguins, c'est vraiment dans les bouquins de cuisine, c'est des indispensables. Exactement, ça c'est pour l'ail. L'ail frais, on peut même utiliser un petit peu le vert aussi, on n'est pas obligé de couper. Écoutez, oui, l'ail comme l'échalote, hein, ça se coupe pratiquement en entier dans la salade et vraiment ça donne vraiment un goût de fraîcheur.
Alors c'est sûr, c'est peut-être banal comme produit, hein, on peut dire, mais non, ça relève plein de mais plats, moi hein. ça relève beaucoup de choses. Et puis c'est comme l'oignon blanc ou l'échalote. Hein. L'échalote c'est un peu un oignon noble, hein, c'est beaucoup plus corsé qu'un oignon blanc par exemple, mais c'est une histoire de goût. Alors quelle est la variété que vous utilisez? Alors c'est un ail d'automne, hein, donc qui a été planté au mois de novembre, tout début novembre. Hein. Donc, vous voyez le cursus un peu, ça fait pratiquement 7 mois, 8 mois hein, oui, qu'il c'est ça, est enterre. Vous plantez, c'est pas les têtes d'ail, mais juste une petite gousse. Une gousse, oui. Voilà, à combien de centimètres les unes des autres? 11 cm d'écart sur le rang. Oui, oui, ouais, c'est comme ça, hein, c'est mécanique, mais c'est comme ça. Et puis aussi, c'est pour une bonne homogénéité du produit final, quoi. Et donc, ça reste en terre, ça lève au printemps, après un bon gel en hiver pour bien meubler le sol. Et puis derrière, ça pousse avec l'eau et le soleil. Ça pousse presque tout seul. Il faut quand même avoir, voilà, il faut quand même que le. Il faut les bichonner quand même. Il faut un peu les bichonner, je pense. Et l'échalote, c'est quelle variété aussi? Là, j'ai choisi volontairement une variété longue, qui tout est dit par son nom, c'est de la Longor. Et donc, c'est une variété qui se démarque par rapport à l'oignon. Souvent, l'échalote basique, puisqu'il y a plusieurs variétés, elle est un peu ronde. Donc, les gens, pour bien faire la différence, pour moi, c'est vraiment esthétique aussi, hein, parce que quand elle est dans un filet en sec, c'est très beau, c'est joli. Et puis, c'est une jolie couleur en plus. Oui, et puis bon, après, le goût aussi est un peu plus prononcé que les autres variétés. La récolte pour tous ces aliacés, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, dure combien de temps dans la saison? Ben là, on est sur les périodes de frais. Donc, l'ail frais, c'est sur une période de 3 semaines, 4 semaines grand maximum. L'échalote botte n'est pas très connue. Donc, ça, ce sera un maximum de 2-3 semaines. Et après, c'est la récolte en sec qui arrive. Donc, l'ail, ça va arriver très, très rapidement, début juillet. L'échalote, en principe, également, quoi. Donc, il y aura du travail. Il y aura du travail, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir amené un petit peu de cette production et nous avoir fait partager votre passion. Pour en savoir davantage, vous avez le site internet des arômes d'Alsace, arômes-alsace.com. Comme ça, vous pouvez connaître toutes les productions locales. On va repartir, justement, puisqu'on parle production locale. On va aller rejoindre Marie-Christine Lang. Ce matin, elle est à Furschhausen, dans une autre ferme, la ferme Bridel. Après les concombres et les tomates, on va voir notamment comment est-ce qu'on entretient des salades. Là, on est en plein milieu des champs de salade et après la binette mécanique, vous passez la binette manuellement. Tout à fait. Donc, ma femme est en train d'enlever les dernières mauvaises herbes sur les rangs de salade pour qu'elles puissent se développer tranquillement et pour qu'elles ne soient pas envahies de mauvaises herbes. Donc, hier, on a passé la binette mécanique et là, le reste est fait à la main. Et là, quand on voit cette parcelle, on voit qu'il n'y a pas d'engrais, pas de pesticides surtout. Hein. Pas de pesticides du tout. Malheureusement, quand on aurait dû biner ici, c'était trop mouillé, impossible. On récoltera comme ça. Et vous avez donc plusieurs variétés de salades là. Et qu'est-ce qui pousse le mieux? Le plus demandé, c'est la batavia et le plus simple à cultiver, c'est la feuille de chêne. Et là, il ne manque pas un petit peu d'eau cette année, ça va? Non, ça va. Il faut beaucoup arroser quand même. On arrose quand c'est nécessaire, le moins possible, mais on arrose. Votre exploitation couvre 4 hectares, c'est ça? Tout à fait. Donc on a 4 hectares de légumes sur une trentaine de variétés. Des légumes d'été, des légumes d'automne, du poireau, du chou, des salades, un petit peu tout, des tomates, des concombres qu'on a vus avant. Vous êtes installé ici depuis 30 ans, et vous avez aussi été très précurseur parce que vous avez une libre cueillette. Alors évidemment, vous êtes présent sur les marchés, mais on peut aussi venir directement dans les champs pour cueillir. Oui, donc on est ouvert ici de fin juin au mois d'octobre. Les gens viennent cueillir leurs légumes. Ils prennent un panier, ils prennent un couteau, ils font le tour des serres, le tour des champs, emmènent ce qui leur plaît et c'est bon pour moi. Et comment vous avez eu cette idée? C'était parce que déjà à l'époque, on avait envie de manger local, des légumes de saison. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien montrer ce qu'on fait et se laisser les clients se promener dans les serres et récolter eux-mêmes. Il n'y a pas plus intéressant pour eux, puisque c'est eux qui décident ce qu'ils veulent manger. Et il y a aussi des enfants, des familles, beaucoup j'imagine. Beaucoup de petits en été qui vont dans les serres, manger des tomates cerises, qui se promènent, qui courent un petit peu partout. Parce qu'il y a un côté ludique et même pédagogique. Hein. Aussi, on a aussi des écoles de temps en temps qui viennent faire un tour juste, là, fin juin, généralement, avant la fermeture des écoles, on fait un petit tour pédagogique avec certaines maternelles ou ce genre de choses. Et comment ça se passe quand on vient? Alors vous donnez un panier, c'est ça? On vous donne un panier, on vous donne un couteau, voilà. Vous allez faire le tour de la parcelle. Et vous récoltez. On choisit tout et après on pèse et on paye. C'est exactement ça. Bon, et moi je crois que je vais aller faire mon marché. Je crois que je vais aller dans la serre à courgettes. Alors il fait assez chaud, hein. Je vais y aller assez vite. Et donc la libre cueillette est ouverte du mardi
au samedi. Voilà, allez, c'est parti. Moi, je vais me chercher quelques courgettes. Oh, bah, y en a qui sont déjà cueillis pour moi, c'est super. Regardez, il n'y a plus qu'à se baisser. Parfait. C'est quand même la magie de la télé. Ça n'arrive jamais, ça, dans la vraie vie, quand même, que ça soit déjà coupé avant qu'on arrive. Ou alors, c'est qu'il y a des petits lutins, je sais pas. Vous faites pas du tout de libre-cueillette, hein, vous, Jean-François Non, on ne Fialet. fait pas de libre-cueillette. Nous, on a notre magasin. Mais par contre, la fraîcheur, elle est à proximité du magasin. Donc, quand les clients viennent, on coupe, c'est frais. Et puis, vous assurez des paniers, des livraisons de paniers, quand même. Des paniers, oui, des livraisons de paniers. Et puis, même à la gare à Saverne. Ouais. Voilà, alors nous allons revenir à notre objet mystère. Revoyez la photo de cet objet qui vous a posé problème, visiblement. Nous avions quelques réponses sur ce plateau tout à l'heure. Alors, vous voulez connaître la bonne réponse? Eh bien, nous allons écouter Catherine Herbe, qui est créatrice du magasin Broderie Plaisir. Ça n'est pas une toupie. Il s'agit en fait d'un objet en bois qui permet de poser les bobines. Donc, c'est un support de bobines. On le positionne sur un métier à broder. Puis, on pose les bobines sur le support. Ainsi, la bobine ne se balade pas sur le métier, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, on apprend plein de choses aussi en regardant 9h50 le matin en Alsace, pas uniquement en regardant vos vidéos, Baptiste Cornabas, vidéo Parlons Histoire. On va en regarder quelques-unes dans un instant, mais auparavant, je voudrais vous montrer ce petit sujet tourné il y a quelques jours par Alexandra Bucure et Thierry Citer. Il s'agit d'une professeure, une de vos collègues du collège épiscopal de Saint-Étienne à Strasbourg, qui a tenté une expérience, faire chanter ses élèves, mais en leur apprenant les mathématiques. Regardez. Une primitive de 0 égale un réel K. E puissance 0. Les primitives, les exponentielles, les logarithmes népériens, des noms un peu barbares que les plus de 20 ans ne peuvent plus connaître. Des dizaines de formules mathématiques au programme du baccalauréat. Et pour les mémoriser, la musique. Et pour x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Quand on a un trou de mémoire, il suffit de se rappeler l'air en tête, de se le remémorer, et la formule vient directement. C'est comme une chanson, quand elle nous plaît, les paroles vont avec la mélodie, quoi. La dérivée de e puissance x ne bougera plus, mais celle de e puissance u deviendra u prime e puissance u. En plus d'avoir appris et d'avoir révisé, cette chanson nous permet aussi de pouvoir tout simplement se dire je me fais confiance et voilà, je fais comme quand je chantais, je me fais confiance et j'y vais directement dedans. Alors, des formules qui trottent dans la tête des élèves, comme un air bien connu. Une idée de la prof de maths, Sandrine Meyer, une petite révolution dans le monde des révisions. D'où l'intérêt de bien connaître vos formules. Il faut évoluer aussi avec les élèves de nos jours. Et c'est vrai qu'il faut trouver toujours des méthodes, d'autres méthodes par rapport aux méthodes classiques pour apprendre. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une super idée pour apprendre. Il faut quand même réviser. Ah oui, non, ça c'est sûr qu'après, voilà, ils ont justement les annales, il faut après faire, refaire, poser des questions. Après, voilà, non, c'est juste une petite aide en fait pour pouvoir mieux réussir. Homo Mathematicus, 4 épisodes à découvrir sur la plateforme YouTube. Un concentré de vers et de formules qui pourrait laisser quelques traces. Verdict le 21 juin prochain, lors de l'épreuve de maths du baccalauréat. C'est sûr qu'il ne faut pas retenir que la mélodie. Il faut aussi se souvenir du contenu. Ça aide un petit peu. On va rester justement sur ce canal qui est la chaîne YouTube, puisque nous avons sur ce plateau un professeur d'histoire-géographie qui a décidé aussi de proposer une méthode un petit peu différente pour que certains faits d'histoire rentrent un peu mieux dans les têtes. C'est un peu ça l'objectif, Baptiste Cornabas ? L'objectif, c'est... mes vidéos ne correspondent pas vraiment au programme. C'est vraiment des petites anecdotes que je découvre et qui me donnent envie justement de l'approfondir. Par exemple, là, je suis en train de préparer un sujet sur le deuxième mur de Berlin. Parce que oui, Berlin n'est pas la seule ville à avoir eu un mur. Il y a une toute petite ville dans le sud de l'Allemagne qui a aussi eu son mur. Et même moi, je l'ai appris là il y a quelques temps. Mais il faut que j'en fasse une vidéo. Où est-ce que vous trouvez cette information-là ? Un site que je parcours énormément, c'est Se coucher moins bête. Qui propose des petites anecdotes. Et, donc la plupart de mes vidéos viennent de ce site. Et sinon, c'est parfois, donc je parcours les informations et tiens, un article qui parle justement de ce petit mur quand personne n'en a jamais entendu parler. Et après, vous allez creuser quand même derrière. Oui, évidemment. Parce qu'il faut étayer avec peut-être des documents d'archives. Je ne sais pas si vous arrivez à accéder à tout ça. Alors, ça dépend des vidéos, ça dépend aussi des autorisations de l'INA, donc, dont on a vu des images tout à l'heure.
Mais oui, en général, le travail de recherche derrière une vidéo est assez conséquent. Et, ça se compte en une trentaine d'heures pour une vidéo de 10 minutes. Alors, à quoi ressemble justement une vidéo postée par Baptiste Cornabas? Je vous propose de regarder celle qui nous apprend, par exemple, que la Seconde Guerre mondiale n'est toujours pas terminée. Il fait partie de la Fédération de Russie, mais le Japon réclame les 4 îles les plus au sud, et aussi les plus proches de son territoire. En fait, le Japon veut revenir à la frontière décidée en 1855. Le 18 avril 2014, la Russie a lancé un grand projet de construction militaire sur les 4 dernières îles, justement, on s'en doute pour asseoir sa domination définitivement. La question qui se pose, c'est pourquoi tout ça pour une des îles qui sont habitées avec moins de 20 000 personnes? Pourquoi? Et c'est tout simple, et c'est toujours la même chose. Les 4 îles du Sud, ces 4 îles que le Japon réclame et que la Russie ne veut pas donner, possèdent un très fort potentiel sur le plan de la production d'or. Premier argument. Deuxième argument, et sans doute le principal, les ressources hydrocarbures sont estimées à plus de 360 millions de tonnes, ce qui fait que ce conflit n'est pas prêt d'être réglé. La Seconde Guerre mondiale continue. Voilà, tout ça à cause des îles Kouriles, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent, c'est bien cela. C'est ça s'appelle ainsi, mais donc attention, quand on dit la Seconde Guerre mondiale continue, il n'y a plus de combat entre la Russie et le Japon, mais il n'y a jamais de traité de paix qui a été signé depuis la déclaration de guerre, c'était le 8 août 1945. Alors vous nous disiez tout à l'heure que c'était des petits plus, puisque ça ne colle pas forcément au programme qu'on vous demande d'enseigner à vos élèves. Alors ça sert à quoi? Ça sert à épater la galerie? Ça sert à quoi? Alors ça dépend en fait. Il y a certaines vidéos qui rentrent dans le cadre des programmes. Par exemple, j'ai fait un diptyque sur la guerre, enfin sur le pourquoi de Corée, et finalement pourquoi pas une. Donc ça rentre parfaitement dans les programmes de terminale et de troisième, que j'invite à regarder pour trouver des exemples pour illustrer leur copie. Et justement, la majeure partie de mes vidéos peuvent être utilisées justement en exemple, parce qu'en histoire géo, on exige que l'élève explique son propos. On ne peut pas juste développer un argument sans donner d'exemple. Même lorsqu'ils font leur développement construit ou leur dissertation, on leur dit, il faut pour chaque paragraphe un argument, un exemple, un argument, un exemple. Et donc toutes mes vidéos, du coup, peuvent servir en tant qu'exemple dans leur dissertation. Est-ce que les élèves que vous avez en cours, puisque vous êtes à la fois dans un collège à Strasbourg, et puis vous êtes à Haguenau également, est-ce qu'ils savent ce que vous faites sur Internet? Ah oui, c'est au courant. En général, je ne le dis pas en début d'année, je les laisse le découvrir par eux-mêmes, parce que souvent, l'information circule assez vite. Et du jour au lendemain, pour certains, je deviens une star, c'est assez bizarre. Ils font partie de vos abonnés, vous le savez ça? Il y en a certains, oui, même plusieurs, quasiment à chaque fin de cours, quand ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo, viennent me voir. Quand est-ce que vous sortez une vidéo, monsieur? Écoute, j'étais copié à corriger avant. Ah oui, d'accord, il y a quand même une priorité. Vous corrigez d'abord les copies et la vidéo, c'est après. Ah oui, c'est mon métier avant tout, oui, malgré tout. Parce qu'effectivement, quand on voit les vidéos, elles sont assez longues, elles sont fournies. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, des trucages, des choses comme ça. Ça doit vous prendre énormément de temps. Combien mettez-vous de jours, peut-être, ou d'heures, je ne sais pas comment vous comptabilisez cela, à faire une vidéo? Alors, c'est des approximations, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment du sujet. Par exemple, ma vidéo que vous avez évoqué tout à l'heure sur ce bordel en Syrie. Étant donné la complexité de ce sujet géopolitique, cela m'a demandé environ 60 heures de travail de recherche, histoire d'être sûr d'avoir justement les bonnes sources concernant ce conflit que finalement peu de Français peuvent se targuer de comprendre correctement. Après, le tournage prend entre 1 et 2 heures. Ça se fait chez vous, ça? Ça se fait chez moi, dans mon garage, oui, c'est mon studio. Dans votre garage, vous avez quoi? Vous avez un fond vert sur lequel ensuite vous incrustez Voilà, c'est ça, je travaille sur fond vert, il y a les spots qui sont de tous les côtés, qui m'éclairent. Et qui tient la caméra? Mon trépied. Tout seul, vous êtes vraiment tout seul? Dédicace à mon trépied. Dédicace à mon trépied à mon garage, d'accord. Je suis absolument tout seul, ma femme me soutient vraiment, mais depuis le début, même si au début, on va dire que la qualité des vidéos était très faible, ma femme me soutient vraiment depuis le début. Vous vous êtes amélioré? Oui, c'est indéniable. C'est intéressant de regarder la toute dernière vidéo et la toute première. On voit vraiment l'évolution parce que j'ai tout appris tout seul. Est-ce que le fait de s'exprimer face à une caméra, ça vous a aidé à vous exprimer face à vos élèves? Ça m'a décoincé, oui, ça on peut le dire. Au début, oui, j'étais vraiment coincé, j'arrivais pas à m'exprimer correctement. Et le fait de parler à une caméra, alors il n'y a aucun public devant, voilà, ça donne des habitudes pour être à l'aise devant un public. Et du coup, oui, je pense que je me suis amélioré aussi pour transmettre ma passion de l'histoire à mes élèves. En tout cas, c'est très généreux parce que c'est libre d'accès, il faut quand même le rappeler. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit et vous avez à ce jour 41 000 abonnés? À peu près 41 300. Et vous êtes fixé un objectif? Non, j'ai pas d'objectif, si ce n'est un jour en vivre, oui, ça serait très chouette.
C'est pas tout de suite? J'en suis loin pour l'instant. Très bien. Mais occupez-vous de vos élèves, c'est déjà important et vous le faites visiblement avec beaucoup de passion. Virginie, vous êtes tentée d'aller voir ces vidéos maintenant? Oui, en plus, moi, j'aime beaucoup l'histoire. C'est une matière que j'aimais beaucoup déjà à l'école et qui continue à m'intéresser aujourd'hui. Du coup, j'irai voir les vidéos. Voilà, parlons histoire ou parlons histoire, parce qu'on peut faire la liaison quand même. Voilà, c'est le site, c'est le le nom de votre chaîne. Merci beaucoup, en tout cas, Baptiste Cornabas, d'être venu nous parler de vos leçons d'histoire à vous. Virginie Goblet, merci aussi d'être passée nous voir pour nous inciter à prendre des vacances solidaires et responsables, ce qui ne veut pas dire forcément à l'autre bout du monde, mais bel et bien chez nous en Alsace, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et Jean-François Furling, merci pour votre belle production. Belle journée à vous, rendez-vous demain à 9h50 en direct.